Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé du générateur inventé par le Britannique John Searle. Ce dernier travaillait sur un nouveau modèle de générateur électrique et par la suite, il se rendra compte qu'il avait mis au point un appareil antigravitationnel. Et là, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un autre chercheur, Otis Carr, qui a mis au point une sorte de soucoupe volante dont le principe de fonctionnement ressemble beaucoup à celui du générateur élaboré par John Searle. Bon, Otis Carr n'était qu'un simple employé d'hôtel quand il rencontra Nikola Tesla en 1925. Et pendant 3 ans, il va recevoir un enseignement de Tesla. Et ce dernier lui parlera de l'existence d'une énergie dite libre, non polluante. Et d'après ce que Tesla disait à Otis Carr, on pourrait distribuer cette énergie gratuitement à tout le monde en fabriquant des générateurs autonomes dont le principe de fonctionnement reposerait sur l'emploi de champs magnétiques obtenus par l'agencement de plusieurs aimants. Et après avoir étudié le phénomène de l'énergie libre pendant quelques années, Otis Carr va se lancer dès l'année 47 dans la fabrication d'un appareil dont le principe de fonctionnement ressemblait beaucoup à celui fait par John Searle. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas John Searle, je vais dire quelques mots. Bon, ce dernier avait mis au point un générateur qui n'avait pas besoin d'apport énergétique, électricité ou carburant pour fonctionner, car une fois la charge électrique envoyée au générateur, celui-ci continuait de fonctionner même si le câble d'alimentation provenant du groupe électrogène était coupé. Et une fois enclenché, le générateur de Searle atteignait assez rapidement une puissance de 100 000 volts, puis 1 million de volts. Et à ce moment, le champ magnétique engendré devenait tellement important qu'il finissait par générer un champ antigravitationnel qui faisait léviter le générateur vers le haut. Son générateur était composé de 3 anneaux en cuivre au milieu duquel étaient placés des aimants en forme de tube. À la périphérie du générateur se trouvaient des électroaimants. Et lorsque vous envoyez une impulsion électrique, les électroaimants stimulaient une charge qui faisait tourner les 3 rangées d'aimants. En accélérant, tous ces aimants finissaient par fabriquer un puissant champ magnétique qui lui-même générait un puissant champ d'onde antigravitationnel. Et c'est ce champ antigravitationnel qui faisait léviter le générateur vers le haut. Mais bon, revenons à Monsieur Otis Carr. Et dès l'année 1955, il va créer sa propre société OTC Entreprise, dont le but, comme vous vous en doutez, était la fabrication d'appareils qui utiliseraient de l'énergie libre. Bon, il va expliquer il aurait mis au point 5 modèles d'appareils qui ressemblaient à de petites soucoupes. Mais bon, les démonstrations de vol de ces différents prototypes en 1957, 59, pardon, vont échouer les uns après les autres. Bon, Otis Carr voulait presque laisser tomber ses recherches, mais il sera récupéré par un mystérieux groupe qui va l'encourager et financer ses nouvelles recherches. Et d'après Ralph King, c'était un ingénieur de l'équipe Otis Carr, un vaisseau grandeur nature aurait été fabriqué par le groupe OTC. Là sur la vidéo, vous voyez la fameuse soucoupe fabriquée par le groupe Otis Carr. Et là, dans ce dessin, on voit un peu l'intérieur des disques fabriqués par Otis Carr. Mais bon, le FBI prendra la main sur l'affaire et fera fermer le laboratoire pour soi-disant des motifs économiques. Ils ont dit à Otis Carr qu'il menaçait le système monétaire du pays. Donc il va être mis en prison et ils vont lui saisir ses documents. C'est un peu ce que John Searle a subi en Angleterre. Et dans le disque de Carr, comme vous le voyez, on parle d'un composant clé, le neutron. C'est une sorte de condensateur métallique en rotation. Voilà, je vais essayer de vous faire montrer l'image. C'est un peu ça, vous voyez, le condensateur, il est en forme de toupie là. Et cet neutron avait la même fonction rotatif à haute vitesse que les plaques d'acier à segments de Searle. Et cette utilisation d'un composant condensateur en rotation, muni d'une capacité de stockage de charge mesurable et à vitesse périphérique élevée, devenait comme un complément de base qui devait logiquement améliorer le système antigravitationnel inventé par le Britannique John Searle. Ça, le petit neutron, en réalité, c'est un complément au générateur de John Searle.
Car Otis Carr, en réalité, s'il avait continué ses recherches, il aurait mis au point un véritable vaisseau antigravitationnel. Parce que je pense que d'autres chercheurs auraient apporté d'autres améliorations. Et comme vous le savez, les gouvernements respectifs de ces pays interviennent pour freiner l'essor de ce genre de technologie. Dans le disque de John Searle, comme dans celui de Carr, la charge accumulée provenant de l'élément en rotation était déchargée dans des électroaimants sur le pourtour du disque. Et sur le disque de Carr, la zone plate contenait des réserves de condensateurs. Vous voyez un peu là le dessin là. Les neutrons, c'est un peu ça, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez avec le curseur. Le neutron, c'est ça. Et sur le dessin, vous les voyez, ils sont carrément sur le pourtour. Donc, comme j'expliquais sur le disque de Carr, la zone plate contenait des réserves de condensateurs qui faisaient osciller les charges reçues par les aimants de bord. L'atout de cet neutron de Carr semblait améliorer la technologie antigravitationnelle de base de Searle. La fonction du condensateur améliorait la sortie de la surinité de ces appareils. Donc vous voyez, Otis Carr avait fini par apporter une amélioration au générateur inventé par le Britannique John Searle. C'est une complémentarité de plusieurs innovations qui se regroupent. Et si les gouvernements ne les avaient pas stoppés, je pense qu'aujourd'hui on aurait réellement mis au point un vaisseau antigravitationnel avec toutes ces nouveautés. Et bon, comme je l'ai déjà expliqué, plusieurs prototypes, le groupe Otis-Car a remis au point plusieurs prototypes et certains volèrent. Et Ralph King raconte l'un de ses voyages à bord d'un prototype. Je vais vous relire ce qu'il disait. Voler n'était pas vraiment le mot juste. Le vaisseau a traversé une distance, il semblait ne pas avoir pris de temps pour cela. Quand j'ai piloté le vaisseau avec deux autres ingénieurs, je pensais qu'il n'avait pas bougé, mais je pensais que nous avions échoué et j'ai été complètement stupéfait de voir que nous étions revenus avec des échantillons de roches et de plantes provenant du lieu de notre destination. C'était un succès incroyable. Se produisit aussi une distorsion du temps. Nous pensions avoir passé 15 à 20 minutes dans le vaisseau et ceux qui nous chronométraient nous disaient qu'il s'était écoulé pas plus de 4 minutes. Je n'ai pas encore une idée complète du fonctionnement. Nous construisions en suivant exactement les instructions de Carr. Le neutron était la clé de tout, car il disait qu'il accumulait de l'énergie en raison de sa forme, et la concentrait tout en répondant aussi à nos intentions conscientes. Concernant les disques, on pouvait enfoncer le doigt dans le métal, il cessait d'être solide. Il se transformait en une sorte de matière. C'était comme s'il n'était pas entièrement ici, dans notre réalité. Carr avait sérieusement l'intention de faire aller son vaisseau jusqu'à la Lune. Et bon, comme j'ai expliqué, 2 semaines après cette expérimentation, les agents du gouvernement sont intervenus pour tout arrêter. Euh, dans, cette, euh, Dans ce texte, on peut dire que le champ magnétique, en réalité, était tellement intense qu'il dématérialisait carrément la soucoupe. Car comme il l'explique, lorsqu'il mettait le doigt, il cessait d'être solide. Donc c'était un champ vraiment antigravitationnel d'origine magnétique. Et le problème avec toutes ces recherches, c'est qu'en réalité, ces gens ont mis au point des systèmes antigravitationnels qui n'utilisent pas de carburant, pétrole, kérosène, électricité. Et je pense que les grandes compagnies pétrolières et les grandes sociétés d'électricité n'ont aucun intérêt à voir ce genre de technologie arriver aujourd'hui, car ça ne sert pas vraiment leurs intérêts. Et pour les gouvernements britanniques et américains, ils ont trop peur que ça tombe entre les mains de la Russie, qui pourrait exploiter ce genre de technologie pour fabriquer à son tour des appareils. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'appareils civils, vous savez, des petites soucoupes, mais par la suite, les armées auraient commencé à concevoir des armes, des vaisseaux de guerre avec ce genre de technologie. Donc, je comprends pourquoi on essaye d'étouffer ce genre d'invention. Et l'autre souci, je pense que ça doit être au niveau du pétrole. Parce que comme je pense que la moitié de notre monde, les économies de la moitié de notre planète vit grâce à l'argent du pétrole.
Si du jour au lendemain on commence à travailler sur ce genre de technologie, je pense qu'il va y avoir une faillite de la moitié du monde. Et comme ces nations font du commerce avec les pays européens et les États-Unis, je pense que on va avoir des faillites à répétition. Ça va devenir un cercle vicieux. Une réaction en chaîne même, je dirais plutôt. Et les économies de tous les pays de la planète s'écrouleront les uns après les autres. Donc je pense que la censure autour de ces inventions n'est pas vraiment due directement à ces gouvernements, mais je pense qu'il y a une instance au-dessus de nous qui régule. Parce que je pense qu'un jour ou l'autre, ce genre d'appareil apparaîtra, mais pas tout de suite. Car je pense que l'humanité n'est pas encore prête pour ce genre de technologie. Vous voyez sur le dessin que vous voyez là, vous avez le neutron qui est là. Et au centre, vous en avez un énorme. Celui-là, il servait de concentration d'énergie. C'est l'atout apporté par les recherches d'Otis Carr. Bon, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a intéressé et à la prochaine pour une nouvelle.